Enfin, enfin Cleveland s'est mis à défendre. Les interventions divines existent donc, Cleveland peut défendre. Merci Jésus. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Vue de Brise Sportif. Vous l'aurez compris, on va parler de la défense des Cleveland Cavaliers aujourd'hui, de playoffs et de NBA. Vous l'avez vu, match 3 entre Boston et Cleveland. Dérouillé total qu'a mis Cleveland à Boston, c'était absolument magnifique. La prestation des Cavs était très impressionnante. Boston avait régalé lors des premiers matchs. Cette fois-ci, on a changé les rôles. Cette fois-ci, c'est Cleveland qui s'est régalé contre Boston. Et on a vu une victoire de 30 points qui va marquer les esprits et qui est marquée du saut de la défense des Cavs et des changements défensifs des Cavs qui ont été très impressionnants. C'est ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. On va voir tous les changements qu'ils ont pu faire entre le match 2 et le match 3. Avant qu'on commence, je tenais juste à vous remercier pour tous les commentaires, pour tous les likes et pour tous les échanges qu'on a pu avoir lors de la dernière vidéo. Vous m'avez régalé, on a eu des super échanges et c'est précisément le but de ces vidéos. Allez, on perd pas plus de temps et on se lance tout de suite sur le premier extrait. Je voulais vous parler de ces problèmes défensifs qu'a Cleveland déjà il y a 3 jours. Simplement, j'ai eu des petits problèmes sur Internet. Vous avez dû pouvoir le voir en me suivant sur Twitter. Mais globalement, les Cavs ont eu des gros problèmes d'intensité défensive dans les 2 premiers matchs, mais pas seulement, aussi de choix défensifs. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. À chaque fois, on va regarder une action du match 2 et une action du match 3 sur le même sujet pour pouvoir comparer. Et là, on va prendre une action sur le match 2 qui va nous montrer, après un panier de Cleveland où ils ont 11 points d'avance, le manque d'intensité défensive qu'ils ont mis dans ce match-là. C'est-à-dire que la défense, vous pouvez faire tous les plans que vous voulez. Au bout d'un moment, c'est une question d'intensité, quoi. C'est-à-dire, il faut y aller, il faut avoir envie de battre son adversaire, il faut être dur au mal. Et peu importe le plan défensif que vous prenez, ce qui est important, c'est de tenir les 1 contre 1. Notamment si vous faites une défense au homme. Si vous ne tenez pas les 1 contre 1, ça devient complètement impossible à défendre. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que vous ne tenez pas les 1 contre 1. Là, je vais vous en montrer une première qui pour moi est une raison purement individuelle d'envie et de concentration. On se lance tout de suite sur cette première action que je vais vous mettre à vitesse réelle et qui va nous permettre de se rendre compte du premier élément significatif. Donc c'est Marcus Smart qui va donner la balle en tête de raquette à Greg Monroe. La balle est presque partie et c'est Jaylen Brown qui va aller au panier. On va voir un petit peu tout ce qui se passe sur cette action et qui pour moi est significatif du manque d'intensité défensive des Cavs. On a une remontée de balle qui est très lente et on a une position défensive où tout le monde finalement est très loin de son adversaire. On voit qu'il y a un grand écart ici. À 45, il y a un grand écart ici. Et là, on annonce déjà un premier changement entre Jeff Green et J.R. Smith. Le changement ne se fait pas. J.R. Smith va rester sur Jaylen Brown. Il va avoir l'intelligence de mettre la main, ce qui va lui permettre de presque intercepter la balle. Seulement Jaylen Brown va être plus prompt et va y aller avant lui. Et va aller marquer un panier facile près du cercle. Sur cet élément, ce que je veux vous montrer, c'est vraiment l'importance de tenir les 1 contre 1 et d'être en attitude défensive à tout moment. Ici, les 2 joueurs qui sont problématiques pour moi, c'est J.R. Smith et Kevin Love. Regardez pourquoi. J.R. Smith va faire une action de qualité en allant toucher la balle sur une action de Greg Monroe qui est plutôt de mauvaise qualité. Simplement, les Cavs vont être plus concentrés par le fait d'aller marquer un panier que par le fait d'intercepter la balle, ce qui va leur causer un panier facile pour Boston. On regarde l'action. Là, J.R. Smith, en fait, regardez, à ce moment-là, en fait, il a presque envie de partir de l'autre côté parce qu'il s'attend à ce que Kevin Love aille complètement trapper et aille récupérer la balle pour que J.R. Smith puisse partir. Du coup, il y a un premier écart qui se fait. Et là, l'attitude des Cavs, défensivement, elle est très mauvaise. Regardez à ce moment-là. À ce moment-là, on a 4 joueurs de Cleveland qui se retrouvent dans la même zone que Jaylen Brown, donc qui ne prennent pas Marcus Smart, qui ne prennent pas Marcus Morris, qui ne prennent pas Horford et qui sont pas vraiment en attitude sur Greg Monroe. Par conséquent, il faut avoir une vraie attitude défensive, faire vraiment un choix. C'est ce que j'avais pu vous expliquer avec Ben Simmons. Or, ce qui va se passer, c'est qu'aucun des 4 joueurs ne va agresser Jaylen Brown. Par conséquent, Jaylen Brown peut monter. Regardez à ce moment-là. C'est absolument impossible que Jaylen Brown se retrouve au-dessus de la mêlée avec aucun corps pour le contester, avec 3 joueurs ici et ici à l'extérieur qui sont complètement ouverts, donc qui ne sont pas défendus par un joueur. Et là, c'est le manque d'attitude des Cavs sur cette rencontre qui n'ont pas tenu les duels au moment où ils auraient dû le faire parce que c'était le moment où ils étaient devant. Je vous ai dit, la défense, c'est énormément une question d'attitude. Et à partir du moment où vous êtes en attitude, déjà, vous vous mettez dans un rythme complètement différent.
Et pour vous montrer cette différence d'attitude, et je pense que les Cavs avaient parfaitement ciblé ce problème-là durant du match précédent, je vais vous montrer la première action défensive de Cleveland, la première possession défensive de Cleveland. Et vous allez voir déjà la différence d'attitude, tout part de George Hill. George Hill est la pointe du système défensif. Et regardez ce qui se passe. Regardez, ça ils l'ont jamais fait. Ça, ils l'ont jamais fait. George Hill va aller même contester la remise en jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, aujourd'hui, on va vous rentrer dedans. Aujourd'hui, on va être là, on va vous prendre dès le début du terrain et vous allez devoir gagner toutes les possessions. Vous allez devoir gagner toutes les passes. Vous allez devoir tout gagner. Qu'est-ce qui se passe du coup? George Hill va même le contester. Va provoquer une touche pour Boston. Mais tout de suite, George Hill, il est en attitude. Il est près de Terry Rozier, il le lâche pas et il va faire ça pendant presque 6 minutes dans le premier quart-temps. La remontée de balle, et là regardez la différence. Je vous avais montré la première action avant où tout le monde était loin de son défenseur. On va même remonter jusque là. Où tout le monde était très loin de son défenseur. Là, tout le monde colle son défenseur. Tristan Thompson est proche d'Al Horford. Et vous l'avez vu, il l'a pris dès cet endroit-là pour être proche. Bon, Kevin Love est toujours un petit peu loin de Marcus Morris. Quoi qu'il en soit, J.R. Smith, il est proche de Jason Tatum. LeBron James, il est proche de Jaylen Brown. Et vous allez voir sur le déroulé de l'action qu'en fait, tous les joueurs vont être concentrés défensivement, vont vouloir tenir les duels et vont d'abord penser à l'action défensive avant de penser à l'action offensive. C'est ce qui se passe sur cette remontée de Jaylen Brown. LeBron James va être un petit peu en retard. Mais là où peut-être dans les autres matchs, ils auraient changé. Et c'est ce qu'on va vous montrer après, les changements. Parce qu'il y a eu des gros changements défensifs des Cavs. Ils ont arrêté de switcher surtout. LeBron James va aller faire l'effort d'aller chercher Jaylen Brown. George Hill va même venir l'aider. Et Tristan Thompson, regardez cette fois-ci la différence avec l'action précédente. L'action précédente, il y avait du retard. Jaylen Brown pouvait monter en l'air, aller poser un finger roll. Là, non. Là, Jaylen Brown, au moment où il tire, il y a 1, 2, 3 corps autour de lui, dont 2 corps qui sont en contestation pour rendre le tir un peu plus difficile. Et ça permet à Cleveland de récupérer la balle et d'avoir un tir manqué pour Boston. C'est le premier gros changement défensif entre les deux matchs. Cleveland s'est mis à défendre pour de vrai, à tenir les duels et à vouloir mettre de la pression. Et c'est important de mettre de la pression contre Boston parce que Boston n'est pas une équipe qui a énormément de talent offensif. C'est une équipe qui est très appliquée dans son système mais qui manque de talent offensif. Il faut leur mettre la pression pour les faire déjouer. C'est ce qui s'est passé dans ce match. On va tout de suite sur la deuxième gamme de séquences qui va être sur les changements défensifs qui ont disparu chez les Cavs. Les Cavs ont un principe défensif qui est de changer sur quasiment tous les écrans, notamment sur les écrans porteurs mais aussi sur les écrans loin du ballon. C'est une tactique qu'a mis en place, je vous apprends rien, Golden State, il y a de ça 3 ans, et que Golden State maîtrise à merveille, même si parfois il tombe un peu dans la caricature et dans les défauts. Et normalement, c'est une tactique qui a pour but de jamais vous rendre en retard sur les écrans. Évidemment, ça a cet avantage-là, mais l'inconvénient, à mon sens, c'est que ça peut un peu déresponsabiliser tout le monde, et qu'on peut avoir un manque d'intensité qui est dû à ça, parce que tout le monde se dit, bon, au pire, l'autre défenseur va prendre son joueur et si je suis en retard, c'est pas bien grave. Autre élément, ça demande de énormément communiquer, faute de quoi on peut très vite être très en retard. Là-dessus, il y a eu un énorme changement chez les Cavs entre le deuxième match et le troisième match et entre toute la saison des Cavs et le troisième match même, étant donné qu'ils ont arrêté de faire ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble et quels peuvent être les défauts de ce genre de défense avec une action dans le troisième quart-temps du match 2. Je vous la mets une première fois à vitesse réelle comme vous en avez l'habitude. Donc Terry Rozier va remonter la balle, on va avoir un écran de Jaylen Brown, George Hill et J.R. Smith changent. Un deuxième écran, Aaron Baines permet à Terry Rozier de se retrouver tout seul et ça permet de donner un panier à 3 points facile pour Terry Rozier, étant donné qu'il se retrouve isolé. Et on remarque que J.R. Smith n'est pas du tout content de ce qui vient de se passer. Et J.R. Smith, c'est après cette action qu'il a commencé à complètement découpiller, même si en première mi-temps il avait déjà des gros défauts. Qu'est-ce qui se passe dans cette action? Comme on va faire à chaque fois. Ce qui se passe, c'est que Terry Rozier va remonter. On va avoir un premier écran qui est donné par Jaylen Brown à ce moment-là. Tac, regardez ce qui se passe. George Hill va passer dessous, J.R. Smith passe au-dessus. Par conséquent, il y a un changement annoncé. Soit il y a changement, soit il y a trappe pour J.R. Smith. Pour George Hill, c'est évident, il y a changement. Donc du coup, George Hill va changer. Et J.R. Smith va déjà être un petit peu en retard. Il va donner un petit coup d'œil. Comme il n'y a pas eu de communication entre les deux, comme ils ne se sont pas parlé, ce qui se passe, c'est que J.R. Smith n'est pas sûr de devoir prendre Jaylen Brown. Du coup, il y a une petite hésitation. Certainement qu'il ne s'attendait pas à devoir prendre Terry Rozier, pardon. Mais le problème, c'est qu'il doit être sûr qu'il doit le prendre, étant donné qu'il est monté plus haut. À partir du moment où il est monté plus haut dans un système où on change tout, c'est que c'est à lui de prendre Terry Rozier. Il ne le fait pas. Du coup, il est perdu sur cette action. Et regardez, il perd le contact visuel avec Terry Rozier. Aaron Baines en profite pour mettre un deuxième écran.
Comme il est plus concentré sur ce qui s'est passé avec Jalen Brown, pas de communication défensive avec Kevin Love. Kevin Love qui fait les minima comme toujours, qui fait jamais beaucoup plus, qui va pas chercher Terry Rozier, qui descend, qui préfère garder Aaron Baines. Là, Kevin Love, dans le système défensif des Cavs, il doit aller prendre Terry Rozier. Surtout que Aaron Baines emmène bien Jar Smith avec un écran en mouvement pas sifflé. De toute façon, ils sont jamais sifflés en NBA. Et Jar Smith est en retard. Ça permet de donner un panier à 3 points facile pour Terry Rozier. Et on voit tout le retard qu'il peut avoir. Et Jar Smith qui évidemment comprend pas. Il comprend pas comment on peut changer sur la première action, ne pas changer sur la deuxième. En même temps, il tient pas son duel. En même temps, les deux joueurs ne communiquent pas. En même temps, enfin, il y en a dans tous les sens. Et évidemment, ça permet à Boston, c'est le gros passage qui a permis à Boston de revenir. Mais là, c'est assez criant le manque de communication défensive des Cavs. Ils se font avoir sur un premier écran où George il change, Jar Smith sait pas ce qu'il doit faire, il y a manque de communication. Après, Kevin Love change pas, les principes sont pas respectés, c'est cata. Ils ont été beaucoup plus basiques dans le match 3 et pour moi, c'est ce qu'ils doivent faire absolument parce que Boston propose des types, des morphotypes différents, des grands, des petits joueurs. Il faut qu'ils gardent leurs joueurs et ce qu'ils ont fait lors du match 3 et c'est ce que je vais vous montrer ici. C'est parti. Les Cavs avaient deux façons de régler ce problème. C'était soit ils communiquaient plus, soit ils arrêtaient de changer sur tous les écrans. Bon, il se trouve qu'ils ont fait les deux. Les deux, ils se sont mis à plus communiquer, ils se sont mis à arrêter de changer sur tous les écrans, ce qui est une bonne idée évidemment. Et on va regarder l'intérêt que ça a eu d'arrêter de changer sur tous les écrans avec une action un petit peu similaire, étant donné qu'on est sur une action où il y a pas mal d'écrans. Et on va voir que tous les joueurs des Cavs vont garder leurs joueurs pour imposer un duel 1-1 face à Boston et pas se faire battre par des systèmes. Allez, c'est parti, on vous la lance une première fois à vitesse réelle, avec Marcus Smart qui va descendre pour Al Horford, Marcus Morris qui va couper. Ça ne marche pas, on repart sur Jason Tatum qui la donne à Greg Monroe qui va être en défense, en attaque face à Kevin Love qui va bien défendre le coup et qui va empêcher Greg Monroe d'aller marquer le panier. Qu'est-ce qui se passe sur cette séquence? En plus, ça permet de faire des stops qui ont permis à Cleveland d'avoir de la relance et on sait à quel point la relance est importante dans le jeu des Cavs. Qu'est-ce qui se passe de différent sur cette séquence? On va se la mettre en analysant tout ça. Il y a une descente ici pour Al Horford, Larry Nance va bien sûr garder Al Horford, mais regardez ce qui se passe au niveau de Marcus Morris. Dans les matchs précédents des Cavs, vous allez voir sur cette séquence, Marcus Morris va en fait venir ici, en passant par la ligne de fond. Et dans les anciens matchs des Cavs, on aurait possiblement pu avoir, surtout que Marcus Morris prenait le poste, un changement entre Korver et Kevin Love pour que Kevin Love prenne Marcus Morris. Or, c'est pas ce qui va se passer. Cette fois-ci, regardez, il n'y a pas de changement, il y a un peu de communication. Il y a un peu de communication avec Kevin Love qui met une petite tape dans le 2 à Korver, histoire de lui dire « Vas-y, prends-le, continue ». Korver va donc aller chercher Marcus Morris, passer devant Marcus Morris. Ça ne marche pas, intelligence de Boston qui fait une deuxième séquence. Deuxième séquence, on voit, c'est un écran entre Greg Monroe et Jason Tatum. Là, c'est un peu la même chose. Ancien système des Cavs, on l'a vu, il y a eu un écran sur George Hill, ils avaient changé. Là, non. Là, ce que fait Jar Smith, il fait l'effort. Non, c'est Jeff Green, pardon. Ce que fait Jeff Green, il fait l'effort. Il va chercher Jason Tatum, ici. Et on garde le duel. Jason Tatum n'a donc pas d'avantage de vitesse. Il ne peut pas prendre un shoot mi-distance. Il n'a pas d'avantage de position sur la défense des Cavs. Par conséquent, Boston est obligé de jouer lentement. Il doit faire d'avoir un système de 1 contre 1. De prendre des duels en 1 contre 1. Et on se retrouve avec Kevin Love qui est dessous face à Greg Monroe. Et regardez, tout le monde garde son joueur. Tout le monde est concentré sur son joueur plus que sur le ballon. Larry Nance flotte, mais a bien Larry Nance en viseur. Kyle Korver ne regarde même pas le ballon, il regarde Marcus Morris. George Hill à l'opposé, il est près de Marcus Smart. Jeff Green ne va pas venir aider, il fait confiance à Kevin Love. Le but, c'est de provoquer du 1 contre 1. On veut avoir du 1 contre 1. On ne veut pas se faire battre par le système de Brad Stevens, on veut se faire battre par du 1 contre 1. Par conséquent, Kevin Love va jouer le 1 contre 1 sur Greg Monroe. Et va réussir à bien défendre avec un Larry Nance concentré. Tout le monde est concentré, tout le monde est proche de son défenseur, plus qu'être proche du ballon. Et ça permet à Cleveland de faire un stop qui leur donne de la relance. Mais dernier élément, c'est le leadership défensif de LeBron James. On va y arriver. C'est ce que je vais vous montrer sur cette action. C'est parti. Je vais vous montrer cette séquence qui va être un petit peu rude pour LeBron James. Bon, LeBron est un joueur absolument incroyable. D'ailleurs, ce qu'il fait dans le match 3, moi je trouve que c'est comme ça que je le préfère. À la distribution, intense en défense. C'est vraiment c'est un joueur extraordinaire, quoi. C'est peut-être le top 3 des meilleurs joueurs d'histoire, enfin, certainement même. Mais LeBron a quand même un truc assez unique, c'est qu'il est capable de passer d'un match à l'autre, de pire défenseur de la NBA à meilleur défenseur de la NBA. C'est-à-dire que dans le match 2, il était, mais c'était incroyable à quel point il était catastrophique. Et dans le match 3, c'était
incroyable à quel point il était incroyable. C'est comme quoi parfois, hein, c'est assez surprenant. Bref, cette action va faire un petit peu mal à LeBron. Elle est quand même un moment important du match. On est vers la fin du troisième quart-temps. Il y a 2 points d'avance pour Boston qui vient de faire un gros run pour revenir. On est toujours dans le match 2. On vous montre une séquence pas flatteuse pour les Cavs. Et je vais vous demander de regarder LeBron de bout en bout. Et on va voir à quel point il est incroyablement catastrophique sur cette séquence défensivement. Donc c'est Marcus Smart qui va prendre la balle poste haut face à Kyle Korver. Alors Ford va aller récupérer le ballon, la redonner à Marcus Smart qui va finir près du cercle. Bon, la défense de LeBron James dans le match 2. Voyons à quoi ça ressemble. Le commentaire, une fois de plus, va être très léger parce que ça tombe un petit peu sous le sens. Il est loin du ballon, donc il n'a pas forcément à prendre son joueur en défense. Moi, je l'ai trouvé catastrophique tout au long du match dans cette série. Donc qu'est-ce qui se passe? On a alors Ford qui va aller poser un écran à Kyle Korver. Faire une fin d'écran pour Kyle Korver pour pouvoir prendre la balle et faire un main à main avec Marcus Smart histoire de créer une première différence. Ça permet à Marcus Smart d'attaquer le panier et de marquer. Allez, on se fixe sur LeBron comme on s'est fixé sur Curry il y a 2 jours. Et regardez ce qui se passe. Voilà, LeBron James lit un petit peu la défense, voit ce qui se passe. Et voilà. En fait, il fait rien, quoi. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas, il n'est pas en attitude, il ne communique pas. Il sert à rien. Là, pour le coup, défensivement, il sert vraiment à rien. Il est dans des zones inutiles, étant donné que au moment où Marcus Smart va attaquer le panier, il est dans la pire zone possible. Parce qu'il sert complètement à rien. Il est près du cercle ici, mais il ne va pas vraiment gêner Marcus Smart. Et en même temps, Marcus Morris a la possibilité de recevoir la balle si Marcus Smart kick out. Donc là, LeBron James, gros carton rouge sur la défense. C'est absolument incroyable à quel point il est inexistant, absolument pas impliqué. Là, ça a été beaucoup le cas dans le match. Moi, j'ai trouvé que J.R. Smith s'est beaucoup frustré contre LeBron pour sa défense. Et je trouvais plutôt à juste titre. Évidemment, Cleveland a besoin du leadership de LeBron en attaque, mais je pense vraiment que Cleveland a besoin du leadership de LeBron en défense parce que LeBron, avec ses capacités physiques, il est capable d'aller faire des aides très très loin, il est capable de défendre sur tous les postes. Ça peut être, quand il s'y met, le meilleur défenseur de la NBA avec Kawhi. Il est un peu moins fort évidemment que Kawhi, mais il peut être dans ce top défenseur de la NBA. Et ils en ont besoin, les Cavs. Mais c'est impossible qu'il ait cette attitude à un moment donné où les Cavs prennent un gros run. Il ne peut pas être en manque d'attitude comme ça. Je comprends son idée de dire il faut que je me repose, j'ai plus 20 ans, j'ai plus la capacité physiquement à tenir sur tout le match. Mais à un moment où Boston fait un gros run, repasse devant, il ne peut pas être en manque d'attitude comme ça, absolument. Et je pense qu'il l'a pleinement intégré et qu'il le sait d'ailleurs. Et c'est pour ça que dans le match 3, il a une attitude complètement différente que je vais vous montrer. Et par contre, dans le match 3, il a été resplendissant défensivement. LeBron finit la première mi-temps avec 2 interceptions et 2 contres, si je ne me trompe pas, ce qui est plutôt très très correct. Et il a vraiment voulu donner le ton défensivement dans ce match 3. Je vais vous montrer un de ces 2 contres, qui est une action qui ressemble pas mal à ce qu'on a pu voir avec Marcus Smart, sauf qu'au lieu de ne pas être en attitude et de laisser faire, cette fois-ci LeBron va flotter, va faire un choix qui est celui d'aller contrer, en l'occurrence Aaron Baines, et il a fait quasiment la même action avec Sami Ojeleye. Donc je vous la mets une première fois à vitesse réelle, donc Marcus Smart va pouvoir profiter de l'écran d'Al Horford, la redonner à Marcus Morris, qui va la redonner à Aaron Baines, et là LeBron va mettre un gros contre. Qu'est-ce qui se passe sur cette action d'intéressant? On va aller assez vite. Le but, c'est vraiment de regarder uniquement LeBron James, et vous allez voir qu'il est beaucoup plus en attitude que ce qu'il pouvait faire sur les actions précédentes. On vous la met au ralenti. Ce qui va se passer, c'est que sur le changement entre Al Horford et Marcus Smart, LeBron James va prendre Al Horford. Marcus Smart va aller la donner à Marcus Morris. Et là, regardez l'attitude de LeBron James. Il garde Al Horford dans son champ de vision. Et en même temps, il a Aaron Baines. Donc forcément, la position est très bonne, mais c'est pourtant des fondamentaux. Mais ce qu'il ne faisait pas dans l'extrait que j'ai pu vous montrer avant. Dans l'extrait que j'ai pu vous montrer avant, il n'avait même pas Marcus Morris en visu. Là, il a tout le monde en visuel. Il est en attitude. Là où tout à l'heure, il était plutôt raide, plutôt nonchalant. Là, cette fois-ci, il est en attitude. Il est prêt à y aller. Et au moment où la passe est faite par Marcus Morris, tout de suite, il fait un vrai choix. Et je vous explique tout le temps ça en défense, il faut faire des vrais choix. L'entre-deux, ça ne sert à rien. Le vrai choix qu'il fait, c'est d'aller chercher Aaron Baines. Et évidemment, ça lui permet de mettre un gros contre. Il y a quand même 4 actions dans le match où il a une vraie attitude défensive dans la première mi-temps, où il a une vraie grosse attitude défensive et où il donne le ton aux Cavs. Et ça permet aux Cavs d'avoir de la relance et c'est tellement important pour le jeu des Cavs que forcément ça a fait une grosse différence dans cette rencontre. Au final, quoi retenir de tout ce que j'ai pu vous montrer? C'était pas la palette la plus dingue que j'ai pu faire, mais simplement ce que je voulais montrer, c'est que c'était pas simplement une différence d'intensité. Pour moi, il y a eu 3 éléments qui ont permis à Cleveland de renverser un petit peu la situation défensive. L'intensité sur les duels.
L'important quand on défend, il faut tenir les 1 contre 1. Si on ne tire pas les 1 contre 1, ça ne sert même pas d'essayer. De toute façon, il y aura des différences importantes qui vont être faites. Deuxième élément, pour être parfaitement concentré sur le fait de tenir les 1 contre 1, ils ont arrêté de changer sur tout. Notamment sur Jaylen Brown et Jason Tatum. Le but était de les garder en 1 contre 1. On les garde de bout en bout. Sur des joueurs un petit peu plus faibles, on peut changer. Mais l'objectif principal, c'est de garder son défenseur. On garde son défenseur, on ne se fait pas battre par le système. On se fait battre par des actions individuelles si on doit se faire battre. Évidemment, c'est plus difficile. Et Boston n'a marqué que 88 points. Dernier élément, le leadership de LeBron James. LeBron a été beaucoup plus leader en défense, beaucoup plus impliqué. Évidemment, je ne pouvais pas vous montrer 15 000 actions, mais faites-moi confiance ou re-regardez le match si vraiment vous voulez vous en convaincre. La différence d'attitude de LeBron James entre ce match 2 et j'ai presque envie de dire entre la plupart des matchs de ces playoffs et ce match 3 était monumentale. Moi, je veux savoir en commentaire, je veux que vous puissiez me dire, à votre avis, comment ça va tourner? Est-ce que Cleveland a fait un coup d'éclat défensif ou est-ce que Cleveland va être capable de tenir cette intensité et de proposer ça à Boston? Moi, mon avis, c'est qu'en tout cas, si Cleveland arrive à tenir cette intensité défensive, Boston, sincèrement, pour moi, n'a aucune chance. Après, attention, Boston a été bien moins performant dans ce match-là que lors des 2 matchs au Garden, beaucoup moins d'intensité, mais je crois qu'ils ont été surpris aussi par la qualité de la défense de Cleveland. C'est cette défense-là de Cleveland qui leur avait permis notamment de faire très très mal aux Warriors en 2016 en étant intense. Tout doit partir de la défense pour Cleveland. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous voulez soutenir la chaîne. Si vraiment vous avez cette envie-là, c'est ce que vous pouvez faire de mieux. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche aussi si vous voulez être au courant à chaque fois qu'une vidéo sort. Et puis surtout, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. Allez, ciao ciao!